Hélène Buzzetti, Véronique Prince, Michel Séauger, bonsoir. 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 Par son envergure future, ce nouvel hôpital qu'on nous promet dans l'est de Montréal dépasse les frontières de Montréal. Ça sera un CHUM 2, mais dans l'est, plus de 700 chambres, de la recherche, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, en ce moment, à Maisonneuve-Rosemont, ils sont en pointe dans plusieurs domaines. Y croyez-vous? Michel Séauger, vous avez vu plusieurs annonces. Là, ils ont pas mal mis le bras. M. Dubé a pas mal mis le bras dans le tordeur. Là, il dit il y a une pépine l'an prochain. Oui, il faut croire que c'est la bonne, celle-là, parce que, d'une part, le gouvernement, effectivement, s'y est commis, là, on n'est pas arrivé là en disant, là, on va faire une pelletée de terre, puis on verra après ça si on fait des plans ou quoi que ce soit. Il y a des plans quand même, il y a quelque chose de très sérieux qui est derrière. Puis Maisonneuve-Rosemont, c'est un peu l'enfant oublié des hôpitaux à Montréal. Hein. C'est vrai qu'il s'y fait beaucoup de recherches là. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en pointe, malgré le côté tout à fait vétuste de l'endroit. Alors, c'est une bonne chose que l'Est de Montréal et que l'institution, que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, reçoivent cette nouvelle infrastructure-là. Les médecins me disaient, parce que je suis allé faire un tour à la conférence de presse, puis il y avait un groupe de médecins qui sont venus me parler, puis il me disait à quel point, il dit, fait 40 dans nos bureaux, c'est tout petit. Il dit, ma crainte, c'est que ça prenne tellement de temps que tous les médecins partent. Là. Retenir les gens dans un milieu comme ça, ce n'est pas simple, Véronique. Là. Le temps est un facteur important. Là. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle, cette fois-ci, on y croit un petit peu plus, c'est que la pression ne vient pas juste du milieu politique, des partis d'opposition. La pression vient du milieu de la santé lui-même. Moi, c'est la première fois que je voyais des médecins sortir comme ça, des infirmières, des préposés, des employés de l'hôpital qui acceptaient de parler dans les médias, alors qu'on dit souvent il y a une espèce d'omerta dans le réseau de la santé, les gens n'osent pas parler, tout ça. Mais là, on a vu des reportages où les gens sortaient pour parler de la nécessité de remettre à niveau cet hôpital-là et des conséquences ou même des dangers de ne pas le faire. Alors ça, je pense que ça a grandement contribué aussi à mettre la pression sur le gouvernement. Mais ça souligne, Hélène, ça souligne comment, dans plusieurs domaines, on a pris du retard. Bon, les routes, c'est une évidence. On a pris du retard, puis beaucoup de retard pendant 10, 15 ans. Puis là, on est pris avec une espèce d'urgence, là. Oui, c'est dans l'entretien de nos infrastructures qu'on investit jamais suffisamment parce que c'est pas populaire d'un point de vue politique, d'un point de vue électoral que d'annoncer l'entretien de quelque chose qui existe déjà, mais ça crée des monstres à long terme parce qu'on doit, comme ça, finalement, complètement détruire des infrastructures déjà existantes parce que c'est plus possible de les rafistoler. Je pense ici, moi, je suis en Outaouais et puis on a un peu le même problème. On va construire un nouvel hôpital qui est destiné à remplacer des hôpitaux déjà existants qui sont complètement vétustes et qu'on ne peut pas tout simplement juste rénover. Alors, peut-être à Hall et à Gatineau. L'hôpital oui, voilà. de Hall, c'était sous... il y avait eu un député péquiste, Michel va s'en souvenir, puis c'est pour ça que le projet de l'hôpital de Hall était sorti à l'époque, il y a 1000 ans, là, 76. Ça fait longtemps. Oui, puis le problème de tous ces projets-là, ça a été ça exactement. C'est regarder le CHUM. À chaque fois que le gouvernement changeait, là, on le change de place, on ne peut plus le faire à Outremont, il va falloir le faire en ville. Puis là, le design changeait, évidemment. Puis alors, si à chaque fois qu'on change de gouvernement, on ne garde pas le cap sur certains projets parce qu'on a décidé comme collectivité qu'on les fait, bien, c'est sûr que ça ne se fera pas. Les infrastructures vont se dégrader. Maisonneuve-Rosemont, là, je ne sais pas si vous êtes allé là dernièrement, mais c'est pas assez dégradé. Il faut trouver un meilleur mot maintenant. Non, mais écoutez, moi, ils me racontaient, les médecins aujourd'hui me racontaient des choses. Je disais, voyons, vous exagérez. Ils disent, non, il fait 40 dans le bureau, puis les toilettes ne sont pas accessibles pour les patients à certains étages. Le manque de personnel aussi, tous me l'ont souligné. C'est pour ça que je disais au ministre tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est bien beau avoir éventuellement 700 chambres neuves, mais il faut des infirmières, puis il faut des médecins, puis il faut... Bon, très bien. Hélène Buzzetti, étiez-vous à Québec au Congrès, Hélène? Oui, absolument. On va écouter, retour donc sur ce Congrès des conservateurs qui volent. Hey, juste avant d'écouter, l'atmosphère devait être bonne, Hélène? Ah oui, c'était électrisant. On sentait l'enthousiasme, la confiance envers le plus si nouveau chef que ça, là, Pierre Poilievre. Ça sentait le 68 le niveau d'appui que M. Poilievre a eu l'année dernière à la course à la chefferie
lors du premier tour. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle ambiance. Bon, puis vous étiez là quand il a été élu avec mon État à Ottawa, puis on disait il peut être redoutable en discours. Il a fait un discours qui, aux yeux de tous, même ses adversaires en privé, nous ont dit, enfin, il a été efficace. On va écouter un premier extrait où on va voir, là, où il met dans le même sac Bloc et libéraux. On écoute. Les aînés vont devoir couper dans leur repas pour payer la taxe Blanchette-Trudeau, une nouvelle taxe de Trudeau sur l'énergie que le Bloc veut, et je cite, radicalement augmenter. Ça coûte cher voter Bloc. Oui, ça coûte très cher voter Bloc. Au Québec, sous le leadership de, par exemple, Lucien Bouchard, un souverainiste, il a équilibré les budgets pour préserver les programmes sociaux. L'heure est venue de rétablir ce consensus fondé sur le gros bon sens pour vaincre l'inflation et pour protéger notre avenir. C'est intéressant parce que dans ces extraits-là, les mots-clés sont là, le gros bon sens. Tour de table, Michel C., il avait fait ses devoirs. Déficit zéro, il dit, c'est pas juste une affaire de l'Ouest. Votre Lucien Bouchard, que vous avez aimé, l'a fait. Ça a été dur, mais il devait le faire. Donc, il y avait des codes, des clés, là, Michel. Il y a plusieurs codes. Le premier qui est important, qu'il fallait qu'il fasse, c'était de dire, écoutez, la perception que certains milieux ont au Québec quand quelqu'un qui vient de l'Ouest, c'est nécessairement un manche canadien puis quelqu'un qui n'aime pas les Québécois, bien, c'est pas moi, ça. Et ça a été bien réussi. Pour le reste, il a donné au Parti conservateur ce qu'il voulait entendre. Évidemment, et c'était un très bon discours, disons-le, mais en même temps, quand on est devant ses partisans, on choisit ses thèmes. On a laissé tomber les sujets qui fâchent. Là. On a parlé à peine de la taxe sur le carbone, on n'a pas parlé de pipeline, on n'a pas parlé de choses comme ça. Alors, ça ne sera pas une aussi belle route d'ici à l'élection. Puis l'élection est dans 2 ans aussi. Oui, on a voulu présenter les angles, je vais appeler ça gros bon sens, là, économique, Véronique. C'est en disant aux gens, ils dépensent trop, moi, je vais dépenser raisonnablement, votez pour moi, là. Il y a 2 principes, en fait, que lui et son entourage semblent assez bien maîtriser. Le premier, c'est de définir son adversaire le plus possible en premier avant que lui-même soit capable de se définir. Alors, en mettant les libéraux, le NPD, le Bloc dans le même panier, bien, déjà là, ça dit, bien, regardez, là, eux, c'est de la mauvaise gestion de votre portefeuille. Ce sont des dépensiers. Le NPD puis le Bloc contribuent à faire avancer ça, puis ça va avoir un impact éventuellement dans votre portefeuille. Puis à ce moment-là, les adversaires sont tellement occupés justement à se défendre que c'est pour, comme vous dites, bien, pendant ce temps-là, on ne parle pas des pipelines puis on ne parle pas du reste. Alors ça, c'est un principe qu'ils maîtrisent assez bien. Puis l'autre principe aussi, c'est tout ce qui est marketing politique. Puis ça, l'équipe de Stephen Harper aussi avait très bien réussi en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on fait la promotion d'un chef en y allant surtout avec des éléments clés, hein, des lignes punchées comme le gros bon sens, puis en misant beaucoup sur l'image. Puis ils ont travaillé d'ailleurs énormément là-dessus cet été en le voyant avec les manches relevées. Là, il avait son veston pour le discours, puis j'étais plutôt étonnée. Là. Je pensais qu'il avait oui, mais il était bien coupé. Il avait ça bien coupé, chemise blanche, cravate bleue. Il avait... C'était pas... OK. Très bien. Hélène, vous étiez là. Racontez-moi, quand vous avez entendu ces lignes-là, vous avez vu que vous avez vu que l'homme arrivait à vendre bien des choses quand même simples. Il veut installer son territoire. Oui, en même temps, et je reviens sur ce que Véronique dit, il est très bon à sonner des phrases choc, mais l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est d'essayer de décortiquer chaque phrase que dit M. Poilievre et d'essayer de le prendre au mot et dire « Est-ce que c'est vrai, ça? » Il nous parlait, par exemple, d'une dame qui n'avait que les moyens de s'acheter du poulet avarié à l'épicerie, même si ça donnait un empoisonnement alimentaire à sa famille. Je suis pas mal certaine que les épiceries n'ont pas le droit de vendre du poulet avarié. Mais si vous vous mettez à le prendre au mot comme ça, vous allez comme ça vous accrocher à plein de choses qui ne semblent pas avoir d'allure, comme cette idée que les gens vont à une banque alimentaire pour demander de l'aide médicale à mourir. Mais ce serait de passer à côté du phénomène Poilievre, qui lui, en fait, par ses déclarations choc, entend plutôt donner une idée de l'orientation qui va guider un éventuel gouvernement qu'il dirigerait. Ceci dit, il y a un risque à ne pas donner de détails. On parlait tout à l'heure du déficit zéro. Bon, il nous dit, moi, je veux qu'on dépense moins, on va éliminer le déficit. Bien, selon l'année que vous regardez, là, les déficits prévus pour les prochaines années, c'est entre 30 et 40 milliards de dollars par année.
Ça fait beaucoup à couper, ça. Il coupera où, M. Poilievre, s'il veut équilibrer le budget? Et là, on n'a pas de réponse à ça. Et vous pouvez être bien certain que les libéraux, eux, vont s'empresser de brandir des épouvantails en disant « Faites attention, on va vous couper votre pension, on va vous coûter votre garderie, votre future assurance dentaire. » Et bref, ils prêtent le flanc en ne donnant pas de détails à plusieurs attaques qui pourraient être assez douloureuses. Bien sûr. D'ailleurs, les libéraux ont dépêché des ministres pour souligner ce que vous soulignez. Et beaucoup, parce qu'il parle beaucoup moins des changements climatiques, comme vous dites. Il a choisi ses thèmes. Il y a des thèmes plus difficiles à vendre. Je vous propose un extrait en anglais où il raconte au Canada anglais, il dit « Regardez les Québécois, sont fiers de leur culture, sont fiers de leur... » On écoute. And this is a matter on which English Canada must start to learn from Quebec. Quebecers, and I'm saying this deliberately in English, do not apologize for their culture, their language, and their history. They celebrate it, and all Canadians should do the same. Ils sont fiers, Véronique. Hein? Il dit, regardez, il dit, je m'adresse au Canada anglais, en anglais. Ils sont fiers, les Québécois. Donc, il a puisé dans beaucoup de filons qui peuvent être rentables, je dis bien en politique. Il touche une corde sensible. Et ça, il le savait très bien en disant cette phrase-là. Puis d'ailleurs, François Legault avait utilisé un peu la même technique en se disant nationaliste, un gouvernement qui va rendre les Québécois fiers. Donc, la fierté des Québécois, ça vient vraiment chercher les émotions, puis c'est ce qu'il a voulu faire. Et en politique, quand il faut chercher les émotions, c'est un succès. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps? On ne le sait pas. D'ailleurs, j'ai trouvé François Legault très prudent la semaine dernière à son propre caucus lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Pierre Poilievre, parce que là, probablement qu'il le voit monter dans les sondages, mais attend de se coller un petit peu plus sur l'élection avant d'en dire davantage, parce qu'il s'est jamais vraiment gêné pour appeler à un vote. On l'avait vu avec Erin O'Toole, là, mais j'ai trouvé prudent la semaine dernière parce que je pense qu'il observe justement ce qui est en train de se passer. Avant de vous laisser Michel et Hélène, je vais vous montrer un tweet du fils de Brian Mulroney. Ça a beaucoup circulé dans les réseaux parce que M. Mulroney et M. Poilievre n'étaient pas nécessairement les meilleurs amis depuis qu'ils étaient entrés au pouvoir. Bon, le discours de Pierre... Là, c'est le fils qui cite son père. Le discours de Pierre a probablement été le meilleur discours de convention dont j'ai été témoin. À noter, il ne dit pas... à l'exception des siens, sous-entendu, mais je referme la parenthèse, la maîtrise de Pierre d'une grande quantité d'informations dans les deux langues officielles pendant 1h30 a été extrêmement impressionnant. Ça, c'est du pain béni parce que Poilievre doit aller chercher, Hélène et Michel, je commence avec vous, les Bleus, là, les conservateurs qui le trouvaient suspect, là. Oui, et c'était très important de faire un geste comme celui-là envers les anciens chefs des partis et de recevoir l'imprimatur de M. Mulroney parce que il représente quand même une frange assez limitée du Parti conservateur. Malgré le fait qu'il a gagné avec plus de 60 des voix, il représente un courant plus libertarien, beaucoup plus à droite. Alors, le progressiste dans le progressiste conservateur n'est plus là. Hein? Alors donc, c'est une très bonne chose pour lui que M. Mulroney dise ça. Encore une fois, le danger de M. Poilievre, c'est d'arriver en haut trop vite. L'élection est dans 2 ans. Là, il contrôle son message. Il ne contrôlera pas tout le temps. Alors, ça va être plus compliqué après ça. Là. Faire des discours devant ses partisans, si on rate ça, on rate tout, mais c'est pas l'épreuve la plus difficile. C'est ce que les libéraux disent beaucoup en coulée. Ils disent, s'ils pouvaient être au sommet assez vite, là, Hélène, mais quand même, Mulroney, tout ça. Disons que les ingrédients étaient là en fin de semaine, comparé au congrès d'O'Toole, par exemple, la dernière fois, avec les changements climatiques. Donc, ça s'est mieux passé cette fois-ci. Là. Ah oui, moi, j'ai eu l'impression de me retrouver 9 ans plus tôt à Montréal, un congrès libéral en 2014, celui de M. Trudeau, une année avant qu'il soit porté au pouvoir. Il y avait cette même électricité dans l'air. On nous faisait aussi le même coup de la famille parfaite. Hein? M. Trudeau, le jeune chef, qui avait skypé son épouse Sophie, qui était à ce moment-là enceinte de 9 mois, accompagnée de ses 2 enfants. Il y en avait même un qui avait perdu sa petite dent puis qui nous le montrait très joliment. Et puis là, bravo, on avait la belle image de la famille parfaite.
Eh bien, 8 ans et une séparation plus tard, 9 ans, devrais-je dire, et une séparation plus tard, bien, c'est un peu has-been tout ça. Et là, on nous présente la nouvelle belle famille. C'est M. Poilievre et sa conjointe, Anaïda, qui l'a présenté pendant 15 minutes. Alors, on est toujours un petit peu dans le même scénario, là. On nous vend une belle image, quoi. Anaïda, qu'on va entendre tout de suite, qu'on va réentendre beaucoup, notamment au Québec. Mais on l'écoute. C'est bel et bien le Québécois que je parle, car je me souviens que c'est le Québec qui a accueilli ma famille et moi quand nous avons immigré au Canada. Je me souviens que c'est au Québec que j'ai grandi, où je me suis épanouie. Je me souviens, et je vais toujours me souvenir, que c'est au Québec où ma famille et moi avons eu notre début au Canada. Merci, le Québec. On avait dit, quand il avait été élu, Hélène, Véronique et Michel, on avait dit qu'on verrait, parce qu'elle avait fait un discours, elle l'avait présenté aussi il y a un an. On va la revoir, là, Véronique. Ah oui, puis en plus, vous l'avez entendu, elle emprunte la devise « Je me souviens ». Oui, oui, c'est ça. Quand même, là. C'est un classique. La recette est connue depuis toujours. Le power couple, là, je m'excuse d'utiliser l'expression en anglais, là, mais on voit ça depuis des décennies. John Kennedy puis Jackie Kennedy, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, je veux dire, c'est un classique de se présenter comme une famille unie pour être représentatif de la population. La famille nucléaire, bien, on est ça, nous aussi, de notre côté. Donc, c'est une recette qui est connue depuis toujours. Mais on n'a pas vu souvent de femmes, d'hommes politiques être capables d'aller faire le discours. Mia Mulroney ne faisait pas des discours. Sophie Grégoire n'en faisait pas non plus. Brigitte Macron, c'est peut-être l'exception, elle en a fait pas mal. Mais autrement, là, on sait là, que pendant la campagne électorale au Québec, elle va être là. Les Américains appellent ça un surrogate, là, la personne qui va faire représenter son chef. Mais là, au lieu d'être un politicien, c'est son épouse. Elle vient du Québec, elle parle, oui, le québécois, comme elle le dit. Peut-être que ce qu'il y a de plus proche, ce serait Jill Biden, mais bon, on ne fera pas de comparaison, là. OK. Conclusion, Hélène. Bon, évidemment, le temps est long. Là, et ils ont eu un bon congrès, ils sont contents, puis on les comprend d'être contents. Objectivement, comme je disais, même les adversaires au téléphone disaient « Regarde, ils ont eu un bon congrès. » On verra. Là. Le temps est long. Les détails reviendront à la surface, peut-être. Oui, bien sûr. Et même toute cet attirail destiné à plaire aux Québécois, je me souviens, les références à Lucien Bouchard, citer la chanson de Mes aïeux, etc. Bon, c'est chouette. Ça témoigne d'une certaine sensibilité. Mais en même temps, M. Poilievre est d'accord pour contester jusqu'en Cour suprême la loi C-21 sur la laïcité du Québec. Il a voté, oui, pour la loi sur les langues officielles remodelée, mais il est contre, par exemple, tout ce projet de loi visant à forcer les géants du Web à financer les médias, ce qui trouve beaucoup d'écho au Québec. Et aussi cette autre loi là, visant à forcer les joueurs numériques à eux aussi faire du contenu canadien, donc à assujettir les numériques comme les anciens modèles à contribuer au contenu canadien, québécois. Ça obtient beaucoup d'appui au Québec et ça aussi, il veut mettre la hache là-dedans. Parlons aussi de CBC. Bon, on nous a dit que Radio-Canada serait préservé, mais on n'est pas trop sûr de savoir comment on peut couper sans le temps est long. C'est ça. Ben, okay. Le temps est long et puis le test de la réalité. Pour qui le temps est long, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un symbole. Pendant qu'un décolle à Québec, l'autre n'arrive pas à décoller à New Delhi. Ça serait un film, on ne le croirait pas. L'avion de M. Trudeau, qui est un vieux coucou des années 80, 87, un A310 changé. On n'ose pas, c'est comme le 24 Sussex, on n'ose pas changer l'avion, Michel C. Il est pris avec un avion, ça ne s'invente pas, qui ne décolle plus à New Delhi. C'est le seul chef d'État au monde qui ça arrive. Ça ne s'invente pas, mais dans les difficultés politiques dans lesquelles M. Trudeau se trouve, il y a une espèce de parabole là-dedans qu'il ne doit pas aimer beaucoup. Souvenez-vous, Patrice, de ce qui avait littéralement tué Joe Clark au tout début de sa carrière comme chef conservateur. Il avait perdu ses valises lors d'un voyage au Moyen-Orient. C'est des choses comme ça qui restent souvent. Et l'Airbus qui décolle pas, là, pendant que l'autre est en train de faire un ravage au Québec, il y a des gens qui... On ne peut pas ne pas voir l'ironie là-dedans. Là. Hélène, on a commandé d'autres avions qui sont arrivés, mais il faut faire former le personnel. Mais on a pris du temps avant de remplacer la flotte. Là.
Oui, c'est ça. Mais quand même, la décision a été prise, l'achat a été confirmé. On en a déjà reçu un sur les 9 qu'on a commandés. Donc, ça s'en vient. Ça, c'est le nouveau, ça. Oui, il y a eu un nouveau, là, mais celui de M. Trudeau, ou en fait du premier ministre, n'est pas encore arrivé. Là, mais Non, enfin, ça s'en vient. Mais c'est sûr que ça devient une métaphore. On pourrait aussi parler de Gilles Duceppe en 97 et son autobus qui s'est perdu. Bon, en même temps, ça arrive souvent, mais on retient surtout les cas quand ils collent bien à la réalité plus politique du chef à qui ça arrive. Bon, très bien. Véronique, demain, vous allez être là parce que c'est la rentrée à Québec. Ça va barder santé, éducation... Beaucoup de fer au feu à Québec demain, là. Négo avec les employés de l'État aussi. Ben oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est certain que ça va être une session très courte. Hein? L'automne, c'est toujours court, mais très occupée. Puis on en parlera demain, absolument. Demain, on fait un gros panel sur la rentrée à Québec. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.